Mince. Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrash Yehuda Manito. On est avec le Rav Ethan Fison et on continue l'histoire de la transmission. Bechavod, Ethan. Shalom les Koulam, Shalom Ouvracha. Alors, si je ne m'abuse, nous sommes à notre avant-dernier cours de l'histoire de la transmission. Et il y aura donc cette semaine, la semaine prochaine, et après, j'imagine qu'on fera un cours sur Purim, on sera la semaine avant Purim. Et après cela, nous entrons dans un nouvel univers, puisque nous allons après entamer un tout nouveau sujet qui nous emmènera je ne sais pas combien de temps, mais où on va étudier les textes fondamentaux de la Tefila à la lumière de Manitou. Donc que ce soit la Tefila, le Birkat Amazon, le schéma, tout ça, nanana. Ça va être une autre limonade. Mais voilà, donc ça veut dire que là, on s'approche de la fin de l'univers de la transmission de la Torah depuis les prophètes jusqu'à nos jours. Et ben voilà, on est arrivé à nos jours. On est arrivé à nos jours et donc nous allons maintenant nous concentrer sur des rabbins qu'on a connus. Voilà, on les a connus. Il y a je sais pas, un groupe de rabbins importants qu'on va évoquer ce soir, qui sont ceux qui ont transmis la Torah à la toute fin du XXe siècle. Ce sont eux qui ont modelé le judaïsme de la fin du XXe siècle et le tout début du XXIe siècle, certains d'entre eux. On est entre notre prisme, c'est les années 90 jusqu'aux années 2010. C'est-à-dire, c'est ça notre prisme. Et la prochaine fois, nous parlerons de rabbins qui sont contemporains, qui sont vivants actuellement, et on se posera la grande question de quel rabbin pour demain. C'est-à-dire, ça va être ça notre grande question. Quelle est la Torah qu'on doit recevoir aujourd'hui? En tout cas, quand on parle de la Torah de la fin du XXe siècle, on parle donc d'une Torah dans un monde où l'État d'Israël non seulement est présent, mais où il a terminé les guerres de survie. Alors, on ne parle pas du 7 octobre, évidemment, mais où on est après les grandes guerres d'indépendance, des 6 jours, de Kippour, où l'État d'Israël est une réalité qui n'a pas prévu de partir, où le peuple juif revient de manière monumentale en Israël. N'oubliez pas qu'on parle donc de l'époque où la chute du mur de Berlin arrive et où 1 million de juifs vont arriver comme ça d'ex-URSS. Donc une époque où on n'est pas encore sur la majorité, mais on a plus de 4,5 millions de juifs qui viennent en Israël, enfin qui habitent en Israël. Donc on est sur une nouvelle réalité où maintenant il va falloir se poser des questions sérieuses de qu'est-ce qu'on est en train d'en faire de ce pays et de cette Torah. C'est-à-dire, et face à cette réalité-là, eh bien, nous allons avoir plusieurs rabbins qui vont, je vais essayer de résumer en un point leur Torah. Et ça va pas être facile. C'est-à-dire parce que, évidemment, que tous les rabbins dont je parle et dont je vais parler maintenant, ils ont, ce sont tous des géants dans tous les domaines de la Torah, il n'y a pas débat. Mais on va essayer quand même de réunir certains points, pour chacun d'entre eux, un point en particulier, qui nous ont légués. C'est-à-dire, alors, on y va, attachez vos ceintures, et, et c'est parti. Et c'est parti, alors on va commencer par, par les personnages. On va faire comme ça, on va aller d'est en ouest, comme on fait. L'Ochachou. Les amis, le premier personnage que j'aimerais évoquer, alors, tous vous les connaissez. C'est-à-dire, il n'y a pas de nouveauté. Donc, on va justement commencer par un personnage, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il s'appelle le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. Oui, bon, je commence à parler de lui et comme ça, on est débarrassé. Hein, voilà. On va tout le temps parler de Manitou, c'est pas possible. Bon, je vais pas vous faire son curriculum vitae, bien sûr. Et vous savez quoi? Je sais pas, je sais pas si Johan, ils peuvent allumer les micros ou ils peuvent pas allumer les micros, le peuple? Bon, sinon vous pouvez marquer dans le chat
c'est pas grave. On va commencer ce cours par vous donner la parole. À vous de m'écrire un mot, deux mots, mais vraiment deux mots, dans le chat pour me résumer toute la Torah de Manitou. Allez, au boulot. Vous êtes Midreshet Yehuda Manitou, Manitou l'hébreu, Manitou Yehuda à Ivry, vous lui trouvez plein de noms, mais résumez-moi sa Torah en un mot, deux mots. Allez, j'accepte trois mots, mais pas plus. J'attends la première réponse. Je suis dans l'expectative. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir me dire sur Manitou? Alors, ça commence à arriver. L'hébreu, l'engendrement. Il a fait, allez, vous avez toutes quelque chose à dire, tous quelque chose à dire. Sinon, vous redoublez, hein. Quoi, je vais avoir que deux réponses? C'est pas possible. Torah universelle, Yechidout. Je sais pas ce que c'est Yechidout. Mutation d'identité. Ça, c'est un mot qu'il aurait pu utiliser lui-même. Tov, Yovi. Besséder, unité. Alors, Yechidout, ça vous vouliez dire, d'accord, Achdout. Parce que l'unité, c'est la Achdout, ce n'est pas la Yechidout, la Yechida ou Yechidiout, ça c'est l'unicité. L'unité des valeurs, le monde universitaire et le monde de la Torah, la sagesse ashkénaze et séfarade, le sionisme. Alors, bon voilà, de toute façon, c'est évident que vous connaissez Manitou. Manitou, ça va être le grand travail de Manitou, va être de traduire ce que la tradition d'Israël a porté pendant 2000 ans, le traduire dans le langage de la modernité israélienne. Ce que vous avez appelé Yichud Amidot, l'unité des valeurs, eh bien, c'est le propre de Manitou. Quand vous parlez de un universitaire et un homme de Torah, c'est pas le premier. On a eu plein de rabbins avant lui, que ce soit dans l'époque des Juifs d'Espagne, mais même dans l'époque plus moderne, on a parlé du Rav Eliyahu ben Amozeg. Bon, ils ne se sont pas connus, mais il est évident que Manitou, à ce niveau-là, est un successeur du Rav Eliyahu ben Amozeg. En tout cas, la dimension d'unité des valeurs et de traduire le Tanakh dans une réalité actuelle, eh bien, c'est le propre de la Torah de Manitou. Et en quoi est-ce que c'est fondamental? Soyons très honnêtes. Manitou n'avait pas... Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la liste? Dans ceux qui transmettent la Torah. Vous comprenez bien que je suis obligé à chaque fois de faire un choix. Je ne parle pas de tous les rabbins qui ont existé. Donc on parle des rabbins qui sont les prédominants à leur époque. On ne peut pas dire que Manitou a eu une influence prédominante à son époque. Peut-être un petit peu en France, mais on ne peut pas dire que la Torah de Manitou, à sa mort en 1996, on ne peut pas dire qu'elle est connue en Israël. Et dans le peuple juif, il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui connaissent Manitou. Nous, on sait qu'il devrait être au moins aussi connu que le Rabbi de Lubavitch, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc oui, aujourd'hui, la Torah de Manitou commence à être connue du grand public, commence à se développer également en Israël et en hébreu, mais ça veut dire que l'influence de Manitou, elle va être beaucoup plus importante par ses élèves que par lui à son époque. Il a lancé quelque chose et il était un précurseur. La dimension de l'unité des valeurs, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut avoir une véritable caisse de résonance. Il semblerait qu'à son époque, la caisse de résonance n'est pas encore suffisamment développée. C'est-à-dire, mais nous on sait,
nous, on sait cette dimension d'unité des valeurs. Bon, on va pas faire tout son pédigré, mais c'était aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire, c'était un éducateur. Et c'est pas donné à tous les rabbins d'être des éducateurs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Il y a, il y a pas longtemps, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de conférences là-dessus, dans le milieu francophone, un petit peu en Israël, en hébreu, quoi. Et il y a des gens qui ont parlé de Shoushani. Il y a eu le film, il y a eu les carnets, machin. Bon, il faut se rappeler quand même que Manitou a renvoyé Shoushani. Il n'a pas accepté qu'il enseigne à Orsay. Pourquoi pas? Pas parce qu'il disait des choses euh, trop bizarres, mais parce que son comportement n'était pas adapté. Et ça veut dire que pour Manitou, l'exemplarité dans l'enseignement est quelque chose de fondamental. Parce que l'éducateur, l'animateur des EI qu'il était, eh bien, se doit de ne pas être Echad Bapé ve Echad Balev. Tu dois être ce que tu dis. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire, je rappelle que ça, c'est une phrase qui nous vient de Gidon, le Shofet Gidon dans le Tanakh, qui avait dit cette phrase qui est devenue célèbre et qu'on peut trouver aujourd'hui à l'entrée de Bad Echad. Bad Echad, vous savez, c'est l'école, la base militaire qui est l'école des officiers. Et bien, quand tu rentres à Bad Echad, tu vois une phrase de Gidon qui dit Mimeni tiru vechen ta'asu. C'est-à-dire, regardez ce que je fais et faites comme moi. Ce n'est pas faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça a l'air. Donc oui, Manitou, c'était un très grand éducateur. Et donc quelqu'un qui savait donner l'exemple, et mieux que ça, qui savait être un exemple. C'est-à-dire donc Yichud Amidot, l'exemplarité et la nécessité de, comme vous l'avez dit, de faire muter l'identité. Alors justement, quand on dit Manitou l'hébreu, c'est vrai que Manitou revenait toujours à l'identité hébraïque, mais c'est pas pour redevenir hébreu. C'est pour passer de Yehudi, de juif, à Israël. Pour ça, il fallait s'appuyer sur l'hébreu, mais il ne voulait pas qu'on redevienne l'identité d'Abraham. Non, non, il faut passer la prochaine étape. D'accord? Donc, c'est passer de la Yehudiout à la Israéliout. Alors, les amis, si on est parti sur un rabbin algérien, alors on va rester au Maghreb. On va rester au Maghreb et il y a un autre rabbin extrêmement important, parce qu'il va tout simplement rapporter la tradition d'Afrique du Nord au sein de la Halacha. Je parle de Rabbi Shalom Messas. Rabbi Shalom Messas, il faut bien comprendre, Rabbi Shalom, il est, d'accord, grand rabbin du Maroc, mais à partir de quand il va commencer à avoir une influence grandissante dans le monde? C'est lorsque les deux grands rabbins d'Israël, le Rav Goren et le Rav Ovadia Yosef, viennent le voir pour qu'il accepte de devenir le grand rabbin séfarade de Jérusalem. C'est-à-dire, entre parenthèses, il était en contact avec un autre rabbin, qu'on parlera tout à l'heure, le rabbi de Lubavitch, qui lui avait dit de ne pas accepter de devenir le grand rabbin de Haïfa. Parce qu'il avait reçu la proposition en 76 de devenir grand rabbin de Haïfa, et le rabbi de Lubavitch lui avait dit non. Il a dit, tu verras, il y aura un autre poste. Et effectivement, donc on vient le chercher pour qu'il devienne le grand rabbin de Jérusalem, et il va devenir le grand rabbin de Jérusalem. Et c'est à partir de là, que tout le monde va commencer à connaître qui il est. Pourquoi? Il est amené par le Rav Ovadia Yosef
pour une raison. Et ça, on verra. Peut-être que j'aurais dû faire dans l'autre sens. J'aurais dû parler du Rav Ovadia Yosef d'abord, mais bon, c'est pas grave. Vous allez comprendre. Le Rav Ovadia Yosef a été celui qui a redoré l'honneur du monde qui n'est pas Ashkenaz. Et je dis volontairement du monde qui n'est pas Ashkenaz. Parce qu'on ne peut pas parler de séfarade quand on parle de Rav Ovadia Yosef, puisqu'il est d'Irak. Et c'est justement ça toute l'histoire. Lorsque le Rav Ovadia fait venir Rabbi Shalom, il pense qu'il va l'aider à être un contraste par rapport au Rav Goren, qui est extrêmement puissant. Mais Rabbi Shalom se révèle comme étant un opposant du Rav Ovadia, en disant, écoute, de la même façon que tu as raison de dire que toi, tu n'es pas Ashkenaz, ben moi, je ne suis pas irakien non plus. Et nous avons une tradition des années. Des années. Ça fait 1000 ans qu'on est au Maroc. Donc tu crois quoi? Que nos traditions, elles veulent rien? On n'est pas possède comme vous, les rabbins d'Irak. Entre autres choses, les rabbins du Maghreb ont une tendance à être mekelim, à être makel. Là où en Afrique, en Edot HaMizrach, à Bagdad, on avait beaucoup plus tendance à être mahmir. Alors, c'est pas le cas du Rav Ovadia Yosef, mais c'est de manière générale. Rabbi Shalom Messas va avoir également une influence énorme en tant que roi romain de Jérusalem, puisque il n'y a plus de barrière entre la rabbanoute et le peuple. Rabbi Shalom mangera dans tous les restaurants où il donnera la Théouda de Kashrut. En tant que grand rabbin de Jérusalem, il donne la Théouda de Kashrut. Et s'il dit, moi, j'ai dit que c'était cachère, je vais manger là-bas. Ça n'existe pas que c'est cachère pour les autres et pas pour moi. C'est-à-dire, donc là aussi, on a quelque chose qui est révolutionnaire. Euh, c'est lui qui va dire quelque chose, et on voit la géonoute au niveau de la halakha, que la halakha, elle doit être directement liée à la réalité. Elle ne peut pas être qu'une dimension de bouquin, de livre, qui est déconnectée de la réalité. Si la halakha du livre, elle dit A, mais la réalité des faits, elle dit B, ben, ce n'est pas le livre qui gagne. De quoi on parle? Il y a une halakha qu'on va mettre en pratique dans 3 semaines, de savoir où est-ce qu'on fait Pourim. Alors la halakha, c'est de dire que dans les villes qui ont une muraille depuis l'époque de Yoshua bin Nun, on fait Pourim le 15. Donc Jérusalem, on fait Pourim le 15. Bon, d'accord, mais c'est où la Jérusalem de Yoshua bin Nun? Bah, la Jérusalem de Yoshua bin Nun, c'est Ir David. Donc si tu habites dans la vieille ville de Jérusalem, est-ce que tu dois faire le 15 ou le 14? Tu n'es pas dans l'endroit où il y avait les murailles de Yoshua bin Nun. La Gemara nous dit, non, il y a aussi ce qu'on appelle Nireh Vesamour. C'est quoi Nireh Vesamour? C'est-à-dire, soit tu es proche, mais tu ne peux pas voir la ville parce que tu es en contrebas dans la vallée. Donc tu peux avoir, par exemple, les gens qui habitent à Emek Rephaïm. C'est pas loin de Ir David. Mais on ne peut pas voir parce qu'on est dans la cuvette. Donc ça, c'est Nireh. Ça, c'est Samour, c'est proche. Mais il y a une autre réalité qui est Nireh, c'est-à-dire que je ne suis pas très proche, mais je peux voir quand même la ville. Comme par exemple, j'habite, je sais pas moi, à Armon-à-Nativ. C'est pas tout près, Nahon. Mais je vois la ville, donc j'appartiens quand même à la ville. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Talmud. Nous dit Rabbi Shalom Messas, excusez-moi, Samour, Nireh, ce sont des critères talmudiques pour expliquer que tu es relié à la ville. Que ce soit par ta proximité au niveau des kilomètres, ou alors parce que tu vois la grande ville, donc tu es relié. Mais si tu payes ta Arnona à Jérusalem, t'es pas relié à la ville?
Et donc, Rabbi Shalom va donner comme ça qu'alacha que tous les quartiers où on paye la Arnona à la ville de Jérusalem, ça s'appelle Jérusalem. Même Gilo, Achoma, et que donc on est très loin et qu'on voit ni on est proche, ni on ne voit. Oui, mais tu appartiens à Jérusalem. Et ça, c'est totalement en adéquation avec sa chita de dire que la halakha doit être en contact avec la réalité du terrain. C'est-à-dire, donc Rabbi Shalom Messas, vraiment une, très grande, une très grande influence à partir du moment où il va venir en Eretz Israël. Rabbi Shalom va être également, alors ça c'est peut-être moins quelque chose qui nous parle, mais Rabbi Shalom Messas, c'est un des premiers raves, pas ashkénazes, qui permet la perruque pour les femmes. Alors après, peut-être que ça touche pas beaucoup de gens, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, quand tu habites en Khutz Laaretz et que tu es une femme et que tu veux couvrir la tête, bah, il faut mettre une perruque. Et quand tu es séfarade et que le Rav Ovadia Yosef il interdit complètement la perruque, bah, tu te rappelles tout d'un coup que toi, tes grands-parents, ils n'habitaient pas en Irak. C'est-à-dire, donc ça, on pourrait dire encore plein de choses évidemment sur Rabbi Shalom, mais c'est fondamental. Donc on a l'influence de Manitou, l'influence de Rabbi Shalom, donc l'Algérie, le Maroc. On ne peut pas ne pas parler de la Tunisie, sinon je vais me faire recevoir. Bon, ben, le rabbin tunisien de cette époque-là, qui va avoir une influence incroyable, c'est le plus grand possèque halakha de son époque, et il fait l'unanimité partout, dans tout le Maghreb. Comment il s'appelle? On a déjà parlé de lui. Il s'appelle Rabbi Moshe Khalfon Cohen. Rabbi Moshe Khalfon Cohen. Bon, alors il est un peu plus vieux, on a parlé de lui il y a longtemps. Mais juste que vous vous rappeliez qu'il y a, et Bichlal, il y avait le grand-père du Rav Mazouz, Rabbi Matzliach Mazouz, la tradition de la halakha au niveau tunisien. Donc on a des Gdolé Olam en Tunisie, à Djerba évidemment, mais quand on parle de Tunisie, moi j'ai envie de vous parler d'un autre personnage. Celui qui pour moi, alors c'est peut-être extrêmement subjectif, je le reconnais volontiers, mais pour moi, il est le plus grand Tunisien de tous les temps. Voilà. Et je vais vous dire mieux que ça, il est pour moi dans mon top 5, dans mon top 5 de mes rabbins préférés. Ouais, ouais je suis prêt à le dire. Je suis prêt à le dire. D'abord, ça y est un rabbin qui parle cette langue. C'est déjà pas mal. Ensuite, ça y est un rabbin qui est tunisien, mais qui est un Streimel. Et effectivement, comme dit Alex, il met pas n'importe quel Streimel, il met un Streimel blanc. Ça, c'est pas rien, les gars. Un Streimel blanc. Les amis, est-ce qu'on comprend de quoi on parle? Il faut que je vous montre. Moi, il y a des fois des images, des photos, ouais, que quand tu les vois, franchement, c'est beau. C'est beau. Donc, moi, je vous montre comme ça des petites images. Je vais vous partager ça tout de suite. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Malach Hashem Tsevaot. Mamash. Mamash, Malach Hashem. Im Raïta Malach Hashem Tsevaot, l'air tevakesh Torah mipiv. Alors, je suis vraiment. Il y aura toujours, depuis que j'ai découvert qui était le Rav Getz, il y aura toujours une part de moi qui me dit, mais j'aurais bien aimé le rencontrer. Il est mort en 95, j'avais 10 ans, mais le Rav Meir Yehuda Getz, c'est. Voilà, c'est. Zemashu, Mashu, Mashu. Il était Rosh Yeshivat Amekubalim. Donc, déjà, tu as compris que c'était pas un petit joueur. Et le Rav Getz, au-delà de s'être enfui des nazis pendant la Shoah, tout ça, nanana, il est le Rav du Kotel.
Alors pourquoi il est le Rav du Kotel? Il est le Rav du Kotel parce que son fils est tombé pendant la guerre des 6 jours. Et que lorsque, après la guerre des 6 jours, il y a un débat de savoir qui a le droit de venir au Kotel, comment est-ce qu'on va en faire une synagogue, on va pas en faire une synagogue, pour tout le monde, pas pour tout le monde, machin. Le Rav Getz dit que le Kotel appartient à tous ceux qui l'ont libéré. Et suite à cette phrase-là, on lui demandera d'être lui le rabbin du Kotel, personne d'autre ne peut remplir le rôle. Et effectivement, il est le Rav du Ham Israël, mais d'en haut. C'est mamash, tu sais, cette personne que tu sais qu'elle a une vision au-dessus, mais que tout le monde peut accéder à lui. Il est là, mais il est là-haut. Zaharav Meir Yehuda Getz. Je vous invite, mais chaudement, si vous comprenez l'hébreu, de voir le petit film de, je sais pas, 25 minutes, qui s'appelle Olchim Lifnei Amachane. Il y a plusieurs épisodes. Je vous invite à regarder l'épisode sur le Rav Getz. Olchim Lifnei Amachane. Arav Meir Yehuda Getz, Rosh Yeshivat HaMekubalim Bethel. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Quelle a été son influence? C'est lui qui a ramené Torah Kabbalah au centre du débat. En étant le grand rabbin du Kotel et le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes au-dessus du Kotel, eh bien, il ramène la Kabbalah au centre du débat. Donc, on avait Manitou avec l'unité des valeurs, on avait Rabbi Shalom Messas avec la tradition séfarade, on a le Rav Getz avec la Kabbalah comme étant un incontournable de notre nouvelle réalité. Et puis après, le Rav Getz, on était parti donc du Maghreb, on arrive à l'Est. C'est quoi l'Est du Maghreb? Ben, c'est Eretz Israël. Et oui, vous savez pourquoi est-ce que le Maghreb s'appelle le Maghreb? Le Maghreb, c'est parce que ça s'appelle Ma'arav. Ma'arav. Parce que du point de vue des Arabes de la péninsule arabique, les gens qui habitent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est des Occidentaux. C'est l'Ouest. Donc si le Maghreb, c'est l'Ouest, Eretz Israël, c'est l'Est. Effectivement, et là, excusez-moi, mais on va parler d'un homme qui est fantastique. Voilà, il fait aussi partie de mon top 5, bien sûr. Je parle évidemment du Rishon Tzion, Achacham, Arav, Mordechai, Eliyahu, Zatzal. Bon, alors, quoi vous dire sur le Rav Eliyahu? Ben, le Rav Eliyahu, c'est le premier grand rabbin qui est tellement, tellement aimé par le peuple. Il n'y a pas eu de rabbin avant lui qui avait un contact aussi proche avec Am Israël. Mamash. Il a fait consensus, tout le monde l'aime. C'est assez extraordinaire. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est Ahavat Israël. Enfin, je ne sais pas si on pourrait dire Ahavat Israël. C'est vous savez quoi? J'ai des bandes dessinées du Rav Eliyahu pour mes enfants. Les bandes dessinées s'appellent Aviem Shel Yaldei Israël. Le papa de tous les enfants d'Israël. Et c'est Mamash Kacha. On se rappellera de cette phrase qu'il a dit à Boston lorsqu'il était envoyé un jour faire un Shabbat aux États-Unis, dans une synagogue de Boston, et la synagogue était remplie à craquer, mais il n'y avait pas un seul enfant. Et au milieu de son discours, il dit il y a un problème ici, il y a une obscurité terrible dans la synagogue. Et tout le monde se regarde en disant mais non, mais il y a un nouveau chandelier, il y a des lumières partout, qu'est-ce qui se passe? Obscurité terrible, on voit rien dans la synagogue. À tel point que le président de la communauté, qui est ophtalmo, il vient le voir, il lui dit écoutez Rav, vous avez un problème aux yeux, il y a un problème. Et il dit mais c'est la nuit ici, il n'y a pas d'enfants. Ils sont où les enfants?
a dit non, 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 les enfants, ils sont pas dans la synagogue, ils font du bruit. Il dit, mais une synagogue sans enfants, c'est une relation à Dieu qui n'a pas d'avenir. Et le lendemain matin, Shabbat matin, tous les enfants étaient à la synagogue et ça faisait du bruit, on n'entendait pas le Chazan et le Rav Eliyahu était aux anges. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Le Rav Eliyahu, il a une chita très particulière au niveau de sa transmission de la Torah. D'un côté, il est Mekoubal, Gdol Mekoubalim. D'un autre côté, il est Posek Halacha extrêmement pointilleux. Et d'un troisième côté, il a l'approbation du peuple. Et pas seulement du peuple, mais des rabbins. Car vous le savez peut-être pas, mais vous savez comment il a dû accepter d'être grand rabbin d'Israël? Parce qu'il a dit non. Il a dit non parce que sa femme a dit non. Pourquoi sa femme a dit non? Parce qu'avant d'être grand rabbin d'Israël, il était Dayan à Beersheba et il était sollicité du matin au soir. Il n'avait pas le temps de manger, il n'avait pas le temps de rien du tout. Et sa femme s'est dit que si maintenant il devient grand rabbin d'Israël, il aura encore moins de temps, il n'y arrivera pas. Et il a fallu un coup de téléphone, je ne plaisante pas, hein, du Rav Kadouri, de Baba Saleh, du Rabbi Lubavitch, qui ont tous appelé la femme du Rav Mordechai pour dire il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte. Et finalement, tous les rabbins qui appellent la rabbinite, bon, bah, ça l'a convaincu et il a accepté de devenir grand rabbin d'Israël. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui va être très particulier. D'ailleurs, moi, j'ai la chance d'étudier avec son fils, le Rav Shmuel Eliaou, et le Rav Shmuel nous a toujours dit, on n'a jamais vu notre papa ouvrir un seul livre de Kabbalah. On l'a jamais vu étudier la Kabbalah. Pourtant, il était parmi les plus grands kabbalistes de son époque. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui était d'un côté le plus grand des enseignants de la Torah profonde, mais qui n'a jamais utilisé cette Torah profonde comme étant une carte de visite. Il était un posek halacha extrêmement clair. Mais il a réussi à faire la cohésion et l'unanimité. Et ça, c'est pas évident. Il était d'ailleurs accepté également dans le monde ashkénaze. Et c'est encore moins évident. Donc, on a dit Manitou, l'unité des valeurs, Rabbi Shalom, la tradition, la force de la tradition, y compris la tradition du Maghreb, Rabbi Meir Yehuda Getz, la Kabbalah au centre de l'histoire, et le Rav Eliyahu, faire unanimité, le consensus, sans abandonner quoi que ce soit. Et puisqu'on parle de rabbins qui ne sont pas ashkénazes et qu'on va d'ouest en est, ben évidemment qu'à un moment donné, on va parler de celui qui a fait la révolution mamash. On l'appelle le Rav Ovadia Yosef. Alors, Rav Ovadia, bon, c'est un géant de la Torah, il n'y a pas de problème, un géant de la halacha, il l'a montré dans tous ses livres, mais c'est surtout quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux de prendre des responsabilités au niveau halachique que personne n'osait prendre. La capacité de dire que les femmes qui ont perdu leur mari pendant la guerre de Kippour et qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, eh ben de leur permettre de se remarier, ça a été une révolution. Le Rav Ovadia Yosef, bien que venant de Bagdad, avait une chita, une technique halachique relativement permissive. Le Rav Ovadia est très maquel par rapport aux autres rabbins séfarades. Particulièrement un domaine dans lequel le Rav Ovadia est excessivement maquel, c'est dans le domaine des relations intimes. Si tu veux trouver une permission quelque part, c'est chez le Rav Ovadia Yosef. Et on ne peut pas taxer le Rav Ovadia d'être quelqu'un qui était laxiste au niveau de la halakha. Il venait du Caire en Égypte. Alors oui, il est passé par le Caire.
C'est-à-dire qu'il est devenu Dayan au Caire, et c'est de là qu'il est venu après en Eretz Israël, effectivement. Et d'ailleurs, il est devenu Dayan au Caire, il était très jeune. Ça veut dire que le Rav Ovadia Yosef a la grande différence de ses enfants, qui sont rabbins aujourd'hui. Alors le Rav Mordechai Eliyahu est né en Eretz Israël. Sa famille venait d'Irak. Mais lui, il est né en Eretz Israël déjà. D'ailleurs, son père, au Rav Mordechai Eliyahu, est un Choser Bitchouva. C'est une famille qui n'était pas dans la Torah. Et son père, qui a fait ses études en Angleterre, il a fait tchouva, il est devenu un grand Talmid Chacham. Et après, il est monté en Israël. Et le Rav Mordechai Eliyahu est né en Israël. Mais il venait effectivement de la tradition irakienne. Et son accent, de toute façon, ne laissait aucun doute. Bekito, donc Rav Ovadia, Shita Makel, mais la grande révolution du Rav Ovadia, au niveau de la transmission de la Torah, le fait qu'il était un Talmid Chacham énorme, géant, incroyable, et qui nous a laissé des livres de Torah extraordinaires, ça n'est peut-être pas ça la plus grande révolution du Rav Ovadia Yosef. La plus grande révolution du Rav Ovadia Yosef, c'est redonner le kavod à tous ceux qui ne sont pas ashkénazes. Parce qu'il faut bien le dire, jusque-là, il y a une omerta du monde ashkénaze sur le monopole de la Torah et le monopole de se sentir un juif érudit. Les yeshivot sont les yeshivot. Ashkénaze, si tu veux avoir un peu de reconnaissance dans le monde de la Torah, il faut être ashkénazisé. Et le Rav Ovadia Yosef, parce qu'il a les épaules énormes qui sont les siennes, eh bien, il va dire il n'y a pas du tout. On n'est pas moins érudit en Torah quand on est séfarade, ou du moins quand on n'est pas ashkénaze. Et c'est une révolution. La création du parti Chasse, c'est pour redonner la voix au chapitre, aux juifs séfarades, qui l'ont perdu depuis 2000 ans. Alors c'est vrai, à la base, il a été, celui qui lui a dit de créer le parti, c'est le Rav Shach. Mais le Rav Shach, il ne voulait pas faire ça pour aider les Sfaradim. Il voulait faire ça pour que les Sfaradim votent sur les directives des religieux ashkénazes dans un parti séfarade, mais qui serait soumis complètement aux directives du Rav Shach. Et lorsque le Rav Ovadia s'oppose au Rav Shach, alors là, le Rav Shach, il n'en peut plus. Et c'est là que le monde ashkénaze va commencer à dénigrer le Rav Ovadia Yosef. C'est, comment vous dire à quel point c'est lâche et c'est mauvais, c'est terrible, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que la grande différence entre le Rav Eliyahu et le Rav Ovadia Yosef, c'est cette dimension d'unanimité. Le Rav Ovadia faisait l'unanimité chez les Sfaradim, mais il était décrié chez les Ashkenazim, alors que Rav Eliyahu fait l'unanimité chez tout le monde. Personne ne dira à Rav Eliyahu le machou. Personne. C'est fou, hein? Donc, le Rav Ovadia Yosef, c'est un kavod pour tous ceux qui ne sont pas Ashkenaz. Et c'était fondamental, parce qu'on parle de kibbutz galouyot. Donc, il est évident qu'il fallait des rabbins. Alors, vous allez me dire, mais non, mais la semaine dernière, tu as parlé du Rav Yitzhak Nissim. Quoi, lui, il n'a pas ramené le kavod? Oui, mais en fait, le Rav Yitzhak Nissim, comme on a dit, il était roi d'Israël tout seul. Donc, il ne rentrait pas dans les considérations ashkenaz séfarades. Zelo haya hashela. Donc, le Rav Ovadia Yosef, c'est kvod allo ashkenazim. Et évidemment, kvod à Torah, bien évidemment, parce qu'encore une fois, on parle d'une lumière de la Torah extraordinaire. Bon, il y a peut-être aussi des Ashkenazim dans le lot. Qu'est-ce qui se passe? Bah. Alors, on a commencé à parler de lui, évidemment, la semaine dernière. Mais c'est pas shoot que dans cette époque-là, dans les années 90, 80, déjà 70, va agir le Rabbi de Lubavitch. Alors, le Rabbi mourra en 94, donc on est dans ces eaux-là. Mais évidemment que le Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous savez que la Chassidut Chabad Lubavitch, avant le dernier Rabbi, c'est une petite Chassidut de quelques milliers d'adeptes. Et qui n'est pas du tout tournée sur le fait de s'occuper de tous les juifs du monde. C'est vraiment le dernier Rabbi qui va faire une révolution. Où le maître mot, c'est
On a dit Ahavat Israël, mais je dirais même plus que Ahavat Israël. Achrayut sur chaque juif. Le fait que la Torah doit être responsable de chaque membre du peuple juif, ben ça, c'est le chidouche du Rabbi de Lubavitch. Au-delà de tout ce qu'il a pu écrire et tout ce qu'il nous a pu nous enseigner. Et puis à côté du Rabbi de Lubavitch, il y a un homme qui est assez méconnu du grand public, alors que à son enterrement, messieurs, dames, tout le monde est présent. À son enterrement, tout le monde, en 2007, tout le monde est présent. Il faut bien comprendre ça. Tous les rabbins de tous les milieux, Ashkenaz, Séfarad, Haredi, pas Haredi, machin, tout le monde est présent et tout le monde dit de lui à son enterrement, Gdolador. Il était grand rabbin d'Israël également. Il était le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Il s'appelle Rabbi Avraham Elkana Kahana Shapira. Ou alors, comme nous on l'appelait à la Yeshiva, parce que moi j'ai eu la chance d'être à la Yeshiva de Merkaz Harav la dernière année où il était là, où tout le monde l'appelait Reb Avroum. D'ailleurs, c'est pas que nous, hein. Tous les autres rabbins l'appelaient Reb Avroum. Personne ne l'appelait Rav Shapira. C'était Reb Avroum. Reb Avroum Shapira, c'est celui qui a montré au monde entier que le sionisme religieux n'a rien à envier à personne au niveau de comment dire, sa rigueur dans la Torah. Reb Avroum, c'est comme ça. Et Reb Avroum, où est-ce qu'il a montré le Kvod à Torah? C'était en 2005, pendant l'Aïtnatkut. Parce que Reb Avroum, il s'est levé, il a dit, on n'a pas le droit de faire ça. Assourd de participer. Et si tu es soldat, tu dois désobéir. En disant ça, il a sauvé l'honneur de la Torah. Parce que tu ne peux pas venir au nom de la Torah et venir dire qu'il faut sortir des Juifs de la terre d'Israël. C'est pas possible. Quand on parle de rabbins qui ont été d'une influence énorme à cette époque-là, il y a évidemment un autre rabbin qu'il faut évoquer. Il s'appelle Rabbi Yosef Shalom Elioshiv. Celui qu'on appelle le Rav Elioshiv, le dirigeant du monde Haredi après le Rav Shach. Pourquoi c'est important le Rav Eliashiv? Parce que le Rav Eliashiv est celui qui va mettre en place l'espoir, alors ça ne va pas marcher après, hein, mais l'espoir d'une connexion entre les mondes. Alors, on n'a pas perdu tout espoir, mais Rav Eliashiv, il a reçu son ordonnance rabbinique et il a été marié par le Rav Kook. Ni plus ni moins. Donc il est le patron du monde Haredi, et donc il est l'héritier du Rav Shach, et donc les yeshivot, et donc on va pas à l'armée, est-ce que tu veux? Aval, le Rav Eliashiv n'a jamais mal parlé du monde sioniste religieux. Parce qu'il savait de qui il avait appris. Donc c'est cette acceptation et ce respect pour les autres qui est en fait la tikva, l'espoir. Bon, évidemment, je ne dis pas à chaque fois que c'est tous des géants de la Torah, hein, vous avez compris. Et la dernière personnalité que j'aimerais évoquer avec vous, qui est lui aussi, c'est révolutionnaire. Parce qu'on a dit tout à l'heure que, par exemple, Rabbi Shalom, il dit il faut faire attention à la réalité. Mais il y a une nouvelle réalité qui arrive, alors qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui explose dans les années 80-90, c'est la deuxième révolution technologique. La technologie a commencé à se développer dans les années 50, mais à partir des années 80-90, eh ben, il y a un homme qui, lorsque la révolution technologique est arrivée, il a dit attendez, stop,
ça ne ressemble à rien de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas eu grande évolution technologique entre la chute de l'Empire romain et Léonard de Vinci. Franchement, les gens se baladent avec une épée et un cheval à l'époque de l'Empire romain. Bah, au début de la Renaissance, les gens sont toujours à cheval avec une épée. Il n'y a pas eu grande évolution. Il va y avoir une révolution industrielle en 1840 et une révolution technologique au milieu du XXe siècle. Déjà au début, mais surtout au milieu du XXe siècle. Cette révolution technologique se concrétise dans ces paroles du rabbin dont on est en train de parler maintenant, lorsqu'il écrit que dans sa jeunesse, il a vu quelque chose qui relevait du miracle. Il dit, nous connaissions le métier d'allumeur de rue. Qu'il y avait des gens qui venaient, leur métier c'était d'allumer les réverbères pour qu'il y ait de la lumière la nuit. Et le matin, ils venaient éteindre les torches. Mais un soir, on a vu qu'ils avaient remplacé les poteaux où on mettait les torches dans les rues de Jérusalem. Et il y avait des grands poteaux avec une boule en fer. Et quand il s'est mis à faire nuit, nous on attendait l'allumeur, il n'est pas venu. Et la boule s'est mise à briller toute seule. On appelle ça l'électricité. Face à l'électricité, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach va dire, mais attendez, mais on fait quoi avec ce truc magique là? Et Shabbat, on peut l'utiliser ou pas? Et en fait, par rapport à la soubia de l'électricité Shabbat, Rabbi Shlomo Zalman va nous apprendre que la Torah doit maintenant rentrer également dans la nouvelle version technologique du monde. Et toutes les questions de viande cultivée en laboratoire, de IA, de tout ça, de machin, ça vient de la révolution de Reb Shlomo Zalman Auerbach. Donc voilà les amis, un petit peu la carte des rabbins de la fin du XXe siècle, tout début du XXIe, qui nous ont mis sur les voies de notre Torah actuelle. Et la grande question, c'est aujourd'hui, en 2026, qui sont les rabbins qui vont avoir une influence sur la transmission de la Torah? La Torah ne s'arrêtera pas en 2026. Donc, qui sont les rabbins qui vont continuer et s'inscrire maintenant dans cette série-là? La semaine prochaine, nous allons tenter de comprendre quel est le critère qui va faire que tu vas rester dans l'histoire ou alors tu seras un rabbin qui a eu une influence sur ta communauté, mais tu vas disparaître de l'histoire. Et de là, on essaiera de voir qui sont ces fameux rabbins, selon moi, qui sont ceux qui vont marquer les années 2020 jusqu'à 2050. C'est-à-dire, peut-être que je me tromperai complètement, vous me direz ce que vous en pensez. Ça sera notre dernier cours, certainement, je pense. Peut-être qu'on aura un dernier si on veut faire un jeu après, on verra. Mais en tout cas, je pense que ce sera notre dernier cours qui mêlera le aujourd'hui à demain. Et ça viendra clore, quelque part, 2600 ans de Torah depuis la prophétie jusqu'à nos jours. 2400 ans de Torah depuis la prophétie jusqu'à nos jours. Chazak ou Balzac, s'il y a des questions, à vous de jouer. À vous les studios. Tודה רבה, חזק וברוך. Vous pouvez ouvrir le micro. Je peux faire une réflexion. Mais bien sûr. Oui. Non, je voulais revenir au Rav Ovadia Yosef, Oui. qui est un grand de la halakha,
mais il s'est laissé complètement embrigader avec, dans son parti, il est devenu un antisioniste. Son Non, parti, oui, son parti, l'Oslo a pu être réalisé grâce aux voix du parti chasse. Il ne faut pas je oublier suis ça. tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant dit, aujourd'hui, malheureusement, on le sait, que des personnages comme Arié Derry à l'époque lui ont menti. C'est-à-dire que le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas dans les débats politiques. Il n'était pas à l'intérieur de la Knesset. Il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de la Knesset. Et malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il a été trompé dans ce qu'on lui a présenté pour savoir est-ce qu'il donnait son accord pour ça ou pas. Maintenant, c'est vrai que il y a eu, et ça c'est le problème pas que du Rav Ovadia Yosef, tous les rabbins dans la politique qui ont été connectés de plus ou moins loin à la politique, ils ont eu un problème. Et quand je dis tous les rabbins, tous les rabbins, c'est quoi le problème? C'est quand tu es connecté à la politique, mais de loin. Parce que tu n'es pas prophète. Et donc, quand tu es connecté de loin, on te fait dire des choses. C'est pas toi. Quand tu veux faire de la politique parce que tu penses que c'est important, et moi je pense que c'est important, alors tu ne dois pas le faire de loin. Tu dois rentrer dedans. Comme par exemple le Rav Drukman. Le Rav Drukman, il est devenu politicien. Il a voulu influencer de l'intérieur. Ah, il a réussi, il n'a pas réussi, c'est un autre débat. Mais quand tu es rabbin et que tu t'intéresses à la politique, tu penses qu'il faut participer, mais de loin, il ne faudra pas t'étonner qu'en fait, tu dis des trucs qui ne sont pas forcément ce que tu penses. Donc, je suis d'accord avec vous que les accords d'Oslo, c'est en grande partie à cause de chasse. Et c'est une des raisons pour lesquelles, tant qu'ils ne demanderont pas pardon pour ça, moi, il ne faudra pas compter sur ma voix. Mais voilà. Maintenant, il y a l'autre problème, c'est le problème de l'enrôlement à l'armée. Alors, c'est pas tellement un problème à l'époque du Rav Ovadia Yosef, parce que c'est vrai qu'il n'était pas pour, mais en fait, la question se posait pas tellement à l'époque. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est qu'on n'a pas posé la question au moment où ça concernait pas beaucoup de monde. Ça aurait réglé le problème si on avait réglé cette situation-là il y a 30 ans. Mais voilà. Donc, bien sûr, je dis pas que le parti chasse, il est exempté de plein de problèmes. Je suis d'accord. Moi, j'ai une méchante question. Ah oui. La transmission ne passe que par les rabbins? Bah, quand on parle de la transmission de la Torah, Oui. tu veux qu'elle passe par qui? Ben, je ne sais pas, c'est une question que je pose. Non, mais tu poses Parce une que- question oui, parce que je pense de peut-être manière que insinuante que tu non, insinues quelque chose. un Qu'est-ce peu que tu impertinent, insinues? mais je veux dire, euh, en Israël, justement, la vie en Eretz Israël fait partie, à mon avis, de la transmission. Il n'y a pas que les rabbins, ou alors je me trompe? Non, attends, deux secondes. La transmission de l'identité juive, elle passe par Oui, toi et moi au quotidien. C'est évident. Mais qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va être resté dans le Netzach du peuple d'Israël? C'est ce qui, au final, va être rentré dans les lettres éternelles de la Torah et de la Halacha. Je te donne un exemple. De Je te donne un là, exemple. Oui, oui, de la Torah et de la Halacha. Je te donne un exemple tout simple. Tu fais un barbecue à Yom HaAtzmaut? Oui. Bah oui. mais oui. Attends, bien sûr. Je ne suis pas certain que le barbecue, il restera pour l'éternité. Par contre, le Hallel, n'en déplaît au fils du Rav Ovadia Yosef qui a encore dit une bêtise cette semaine, hein, mais ça a été mis en place dans les lettres indélébiles de la Halacha. Pourquoi? Parce que Am Israël, il a mis en place Yom HaAtzmaut. Donc il faut connecter cette réalité qui passe par nous, la connecter avec la Halacha. Qui peut connecter avec la Halacha? Ben, les rabbins. Car je vais reprendre une phrase d'un rabbin que je vais citer la semaine prochaine, que tout le monde connaît ici, puisque c'est mon maître, il s'appelle le Rav Uri Cherki. Le Rav Cherki dit tout le temps, le judaïsme n'appartient pas aux religieux, il n'appartient pas non plus aux non-religieux, le judaïsme appartient aux rabbins. C'est-à-dire que dans toutes les générations, qu'est-ce qui va déterminer si ça, c'est juif ou pas? Ben, c'est ce que ceux qui sont les préposés de la tradition juive dans toutes ces générations vont garder ou vont pas garder.
Le judaïsme, c'est ancien déjà. Maintenant, on est en Israël. Il n'y a pas que Non, ça. non, mais je parle du Tu judaïsme comprends? dans toutes ses générations. Je te rappelle qu'à Ouais, l'époque du ok. Beth Amikdash, il y avait aussi un truc qu'on n'appelait peut-être pas le judaïsme à l'époque, mais Massoret Israël. C'est-à-dire, on va appeler ça comme ça. La tradition d'Israël. Bien sûr qu'aujourd'hui, on crée une nouvelle réalité, et cette nouvelle réalité doit s'inscrire dans la halakha. Prenons un exemple. Le monde libéral. Pourquoi est-ce que le monde libéral, il n'est pas légitime? Pas parce qu'ils sont pas intelligents, pas parce qu'ils sont pas gentils, et pas parce qu'ils sont pas sionistes. Parce qu'il y en a même qui sont sionistes aujourd'hui. Donc la Eh ben, question moi, n'est j'en pas, viens. Hein, oui. hein? De quoi? Moi, j'en viens. Nous. Mais je suis en Israël Alors, quand je te pose la même. question. Alors pourquoi est-ce que c'est pas légitime aux yeux de la tradition juive? Pourquoi? Quel est le problème? Encore une fois, le problème, il n'est pas dans l'ignorance ou la connaissance, parce que je suis persuadé que Delphine Orviller, elle connaît plein de choses. Je lui ai jamais parlé personnellement, mais manifestement, elle a étudié des textes, pas deux, trois, elle connaît des choses. Leur illégitimité ne vient pas non plus du fait que ce pas des gens bien, il y a des gens très bien, et n'est pas non plus dans le fait qu'ils sont déconnectés de ce qui arrive au peuple juif. Donc pourquoi il y a un problème? Eh bien, il y a un problème parce que ils ne s'inscrivent pas dans l'obligation de suivre la tradition. D'accord. Surtout par rapport à Et c'est ça l'alakha, le ils veulent problème. changer la halakha. C'est de ça que je te parle. Ouais. C'est-à-dire que si tu viens changer la halakha en t'appuyant sur les domaines de halakha, comme par exemple, toutes les décisions par rapport à la voiture autonome, est-ce que ça va être permis Shabbat ou pas permis Shabbat? Par rapport à l'intelligence artificielle et les robots qui seront là, Shabbat ou pas Shabbat. C'est des questions qui n'ont jamais été posées, mais elles vont se poser maintenant. Et donc, le grand rabbinat d'Israël, il devra statuer, comme il a commencé à statuer sur les viandes cultivées en laboratoire, disant que c'est parvé. Et que donc, très bientôt, on pourra manger un cheeseburger. Un vrai cheeseburger. Et ça sera caché à la méadrine. Mais ça, c'est parce que tu t'inscris dans les mêmes critères de halakha qu'il y a 1000 ans. Si tu viens et tu dis, moi je prends la voiture maintenant, Shabbat, parce qu'on a évolué. Ça y est, le monde il a changé. Et donc je ne suis plus méchouillave. Je me sens plus comme étant obligé de suivre la tradition d'Israël. Alors tu sors du jeu. C'est ça le problème. Maintenant, d'un autre côté, le monde libéral, dans sa grande majorité, il est juif ou il n'est pas juif? Il est juif. Tant que tu as une mère juive, tu es juif. Qui a décrété que tant que tu avais une mère juive, tu étais juif quel que soit ce que tu penses? C'est la halakha rabbinique. Ok. Donc si demain, le monde libéral décide que, d'ailleurs comme un petit peu ce qu'a essayé de faire le monde conservatif, le monde conservatif aux États-Unis, il n'y a que là-bas qu'il existe plus ou moins, et il est en perte de vitesse, il a dit, moi je conserve la vraie tradition, c'est-à-dire de faire des changements, mais en me basant sur. Le problème, c'est que c'était trop, comme on dit en arabe, nishtahin, nishtaher. Mais en vrai, l'idéal du peuple juif, ça va être justement de dire, voilà, il y a une nouvelle réalité, en se basant sur les critères qui ont toujours été les nôtres, comment est-ce qu'on fait pour faire face à cette nouvelle réalité? C'est pour. Donc, quand je dis que la transmission de la Torah, c'est des rabbins, en fait, c'est ces rabbins-là qui vont traduire les changements qui sont opérés dans le peuple juif, et qui vont les traduire en lettres éternelles de Torah et de Halakha. תודה רבה. Ouais. Mais ça peut être des rabbins aussi. תודה רבה. Oui, mais le problème de la halakha, tant qu'on reste ashkénaze, séfarade, des lois qui nous viennent, soit parce qu'on est né en Irak ou je ne Ah oui, sais où, mais ça, ça pose t'inquiète pas, problème alors qu'on est un peuple. tu as raison, mais ça, dans 50 ans, c'est fini. Il faut attendre 50 Non, ans. non, déjà, je pense avant, mais c'est fini. C'est fini parce que nos enfants Oui. ne savent déjà plus ce que ça veut dire être ashkénaze ou séfarade. Mm. C'est pas shoot. Moi, je vais te dire, je suis, d'après les publications qui sortent, il paraît que je vais être à Eilat pendant Pessah. C'est-à-dire, maintenant, dans l'hôtel où on va être,
Et j'invite ceux qui veulent venir faire Pessah à Eilat, on va kiffer. Et on va faire des cours de Torah, on va faire des balades, ça va être très sympa. Maintenant, dans l'hôtel où on va être, je te rassure, l'écrasante majorité des gens, des clients de l'hôtel, sont de tradition séfarade. Résultat des courses, l'hôtel, il est pas du tout sans kitniot. Il est avec kitniot. Maintenant, moi, je mange pas de kitniot. Et moi, je vais faire attention à ce que je peux manger, ce que je peux pas manger. Je vais me priver de pas mal de choses. Mes enfants, c'est déjà vachement plus dur. Même si je leur dis, ah, kitniot, kitniot. Mais ça va être vachement plus dur. Et donc, je sais d'expérience que je vais devoir être extrêmement permissif avec eux, c'est-à-dire que finalement, si on ne voit plus le kit, que c'est une sauce, que c'est un... Vous m'entendez? Allô, allô? Oui. Houston? On m'entend, on m'entend, C'est on m'entend? pas On m'entend? Pas trop. Je vous ai perdu? entrecoupé, Allô, mais allô? on t'entend. Allô? Oui. On m'entend? Entre- Là, on m'entend? Entrecoupé. Un petit peu. Maintenant, Tan, On m'entend? Oui. oui. ouais, tu Oui, fais c'est trop bon? de culottes. Tu fais trop de culottes, là. En C'est général, ça, T'es c'est trop, ça. t'es C'est trop Dieu, il veut cool plus et que je ça parle. coupe. Le Zoom, il n'aime pas ça du tout, là. Garde la C'est tradition. ça, On est avec c'est toi, ça. Ashkenaz. Bon, bah, alors, je D'abord, ne dirai rien. tous les hôtels, il y a écrit sans J'en dis kitniyot. pas plus. Alors, c'est J'en rare dis les pas. hôtels avec kitniyot. C'est en mais général. tous les hôtels, c'est sans kitniyot. Hein, c'est Mais le- gamlo shrouya. tout. C'est l'oshrouya, mais sans Ma kitniyot. pitom. Ma Bien sûr. pitom. Vienne, Ma j'ai pitom. vu le Ma prospect pitom. de Pessah, Oui, c'était bien écrit sûr. sans kitniyot et l'oshrouya. Nahon. C'est presque tous les Là où hôtels. moi je Vous vais, avez encore la suprématie, les Ashkénazes là-bas. Vous avez encore. Quelques Là, années. c'est des kiffeurs. À Eilat, c'est des kiffeurs sfarades qui vont là-bas. C'est pas des Ashkenaz. Mais c'est sans kitniyot. bon, nounou, Ok. יופי, חזק וברוך. תודה רבה. להתראות. טוב. Les